bien, bonjour à tous. Merci d'assister très très nombreux à cette conférence douleur quand un chaman fait vibrer le CHU. Alors la médecine, que l'on dit conventionnelle, s'oppose de moins en moins à d'autres formes de médecine, qui sont souvent très anciennes et pratiquées dans des pays très éloignés du nôtre. Donc pour agir en complémentarité, pour soulager des patients, un chaman népalais a relevé le défi en venant travailler dans un service antidouleur dans un CHU français. Et nous allons revenir sur cette expérience tout à fait étonnante en images avec nos invités. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Arndt. Vous êtes anesthésiste, algologue et hypnothérapeute au CHU de Reims. Gaëlle Grandon, vous êtes journaliste, réalisatrice du documentaire Le chaman et le médecin. Pasang Lama, à vos côtés, vous êtes chaman népalais, fondateur du centre Kumbh Shambhala au Népal et Keta Keti Avenir en France. Désolée pour les petits couacs, pardon. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Fulvio Mazzola. Vous êtes médecin généraliste et moine bouddhiste et nos échanges vont être animés par Julie Malor, journaliste au Point. Bonjour, merci à tous de nous rejoindre pour évidemment ce sujet absolument fascinant qu'est le chamanisme. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un chaman authentique qui parle extrêmement bien français et que vous pouvez voir en œuvre, qui a œuvré durant une semaine dans un hôpital. Je vais demander peut-être à Gaëlle. Gaëlle Grandon, vous avez réalisé ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement la naissance du film et votre rencontre avec Pasang ? Bonjour, merci d'être si nombreux. Tout d'abord, je vais dire ce que n'est pas le documentaire. Il n'est pas l'apologie d'une médecine vis-à-vis d'une autre. Il est une invitation au dialogue entre des pratiques qui bien souvent s'ignorent, mais ne s'opposent pas tout le temps, et que j'ai voulu réunir dans notre système notre système de santé français, à l'hôpital, pour effectivement montrer qu'elles sont complémentaires et que on ne peut pas, en tout cas, désunir le corps de la tête quand il s'agit de soigner des gens. Et c'est ce qu'ont fait Frédéric et Pasang. Alors, comment est née l'idée du film, à l'origine ? Alors, un travail documentaire, c'est du temps, c'est 2 ans, ça a pris 2 ans de ma vie, et beaucoup plus en réalité, parce que j'ai été confrontée, moi, à l'hôpital quand j'avais 4 ans. Donc, il y a des choses qui sont revenues beaucoup plus tard, c'est la mémoire corporelle qui a parlé à mon cerveau, et doublé d'un désir, après 10 ans de reportage, de mettre un peu plus de profondeur, en tout cas, dans le temps et dans l'analyse, à mon travail. J'ai rencontré Pasang lors d'un reportage pour France 3 et j'ai testé, éprouvé et en quelque sorte validé par des questions qui sont venues après sa médecine qui a été bénéfique pour moi, tout simplement. Je l'ai testé sous l'œil de caméra puisque j'étais filmée. À l'époque, j'animais une émission. Et voilà, et ça a été le point de départ d'un questionnement tant sur les vibrations que qu'est-ce que c'est que le soin, et aussi dans une culture qui n'est pas la nôtre et qui peut nous apporter évidemment des choses puisque c'est quelque chose qu'on ignore et de ce qu'on ignore on a toujours à apprendre. Voilà. Alors l'entrée d'un chaman dans un hôpital précisément, comment est-ce que ça se passe ? Comment on choisit l'hôpital, comment on le trouve surtout ? Ça a été un peu un chemin de croix, ça a été plusieurs mois d'enquête parce que j'ai essuyé beaucoup de refus. Ce sont des pratiques qui se font, clairement, d'après mes recherches. Il y a beaucoup d'articles de presse écrites qui existent sur le sujet. Alors ça peut être des barreurs de feu, ça peut être des tas de médecines alternatives, dites alternatives. Il y a plein de noms, chacun a un peu son vocable. Ça aussi, ça sème la confusion. Mais en tout cas, des pratiques non conventionnelles, dira-t-on, existent en masse. S'agissant de les montrer, on connaît le poids de l'image.
ça a été beaucoup plus compliqué de le faire accepter. Donc j'ai proposé quasiment à tous les hôpitaux français, je crois en avoir fait le tour. Et puis il y en a un qui a répondu favorablement, c'était le CHU de Reims, voilà. Grâce aussi au service de presse, Madame Julie Collin, qui a été très réactive et très professionnelle. Et c'est sur cette voie-là que j'ai rencontré Frédéric, en fait, et ça a été une très belle aventure tout de suite, comme quoi il n'y a pas de hasard. Très bien. Alors Frédéric, justement, qui est manifestement le seul service en France à avoir accepté, n'est-ce pas, l'idée d'un tournage, je vais en dire peut-être d'un chaman et d'un tournage, puisque c'était... pourquoi avoir accepté ? Donc, quand il y a des propositions qui sont faites, je pars du principe qu'il faut les accepter et tenter l'aventure. Quand c'était aussi le garant d'une confiance du service communication de l'hôpital de Reims qui m'avait retransmis cette proposition. Le service communication a déjà eu l'occasion de me suivre lors des missions de France 3 dans ma pratique au sein du Centre de la douleur. Et après, c'est le travail professionnel de Gaëlle Grandon qui, toutes les semaines, m'a interrogée pour savoir qui j'étais, ce que je faisais, ce que j'avais dans la tête. Je pense que Gaëlle, initialement, avait envie d'avoir un médecin très traditionnel pour pouvoir bien comparer la médecine hospitalière et la médecine chamanique. Il se fait que je travaille dans un centre de la douleur avec des activités qui sont très transverses et très multidisciplinaires, donc je ne suis pas le plus traditionnel des médecins, et ça fait rire beaucoup mes collègues quand je leur dis que j'incarne le rôle traditionnel. Mais c'est peut-être aussi pour ça que c'était plus facile d'accepter et puis de faire rentrer dans le centre de la douleur l'idée de Gaëlle. Et donc ce qui m'a motivée, c'est quand Gaëlle m'a parlé du chamanisme et des vibrations. J'ai un fils qui est violoniste et j'avais lu un jour un article comme quoi les violonistes avaient moins de lymphome que les autres. Et je me suis dit, c'est cohérent, les vibrations du violon qui sont proches du cou peuvent avoir un impact santé. Donc ça ne me semblait pas incohérent, mais j'en étais là. J'avais une ignorance complète de ce que c'était que les vibrations et le lien avec la santé. Alors vous vous jetez à l'eau, on peut dire, vous vous jetez dans l'eau froide à ce moment-là. Comment ça a été vécu par les médecins, par les patients, le fait, et j'ai envie de dire tout le corps hospitalier, le fait que vous acceptiez d'ouvrir votre porte à un chaman? Donc ça n'a pu être vécu que parce qu'il y a eu des chefs de service, notamment le professeur Servetas, qui a ouvert son service d'hospitalisation, parce que j'hospitalise mes patients dans un service ami, le service de médecine interne. Donc ça a été aussi possible grâce à l'ouverture d'esprit des collègues et des surveillantes qui ont été extrêmement facilitantes dans cette expérience. Et après, j'ai été surprise de l'acceptation des patients et de la grande confiance de nos patients qui subissent ce chemin de croix de la douleur chronique qui est compliqué, avec une reconnaissance variable et une invalidité qui n'est pas visible mais qui est réelle. Et donc cette confiance des patients fait que, oui, ils ont accepté. J'ai essayé d'orienter le choix des patients hospitalisés en prenant des hommes plus jeunes. Et en fait, ce que j'ai voulu orienter n'a pas fonctionné. Donc ceux qui sont venus, c'est ceux qui devaient venir, ceux qui étaient vraiment programmés cette semaine-là ou la semaine suivante et qui attendent leurs soins patiemment et avec confiance. Et donc ceux-là, nous n'avons eu aucun refus, aucun désistement, et c'était, je les remercie encore parce que c'est une grande confiance qui nous honore, en tout cas, l'équipe soignante.
On va en voir un petit peu. Je voulais poser une question tout de suite à Fulvio Mazzola. Quel est donc vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes aussi moine bouddhiste. Donc vous êtes, j'ai envie de dire, un crossover, disons, entre ces deux positions. En tout cas, est-ce que ça vous surprend, vous, qui a eu tant de refus, pour faire entrer un chaman dans un hôpital, dans un CHU ? Pas du tout, parce que quand on prend en charge un patient, on prend en charge à la fois sa douleur physique et sa douleur morale. Ce que j'ai vu dans le cadre de ma pratique médicale, c'est que la médecine a des limites et l'être humain va être confronté inéluctablement à une douleur, à une souffrance qui est qu'il doit constater que les pouvoirs médicaux sont limités. Donc comment faire face à une difficulté, une douleur qu'on va tous rencontrer, tous ici, de par la maladie, de par la conscience que l'on va mourir, de par la conscience que la médecine a des limites. Comment faire avec soi-même lorsque on a conscience de cette rencontre avec la douleur inéluctable et avec cette solitude existentielle. Donc ma pratique bouddhiste me permet d'utiliser ce qu'on appelle des tuteurs de résilience qui sont que comment lâcher prise, comment travailler l'acceptation, comment changer mon regard sur ma condition humaine, sur ce que je vais vivre, comment développer comment modifier mon regard sur ce qui est en train de se passer, ce que je vais rencontrer inéluctablement. Et là, ma pratique spirituelle est extrêmement utile parce qu'il ne s'agit pas de que l'on soit tous bouddhistes, ça c'est une affaire personnelle. Mais par contre, je suis aussi enseignant de méditation à la faculté de médecine. Il y a des processus que l'on peut travailler de manière tout à fait laïque, adaptable à tout le monde, pour que l'on fasse face à cela. La rencontre avec la douleur est inéluctable, c'est un voyage, ce qui peut durer longtemps pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, de pathologies chroniques, des personnes qui sont en fin de vie. Mais pour cela, il faut se préparer, comme on prépare un voyage, on prépare sa carte, sa destination, son équipement. Il faut qu'on se prépare, nous tous, mais bien avant, pour qu'on se prépare à cette rencontre qui, je me répète, va être inéluctable. Il y a ceux qui ont la foi, ceux qui ont travaillé cette foi, chacun la sienne, bien entendu. Après, il y a une certaine confiance dans le milieu médical, bien sûr, mais après, quand on n'accède plus à cela, il y a la détresse émotionnelle qui, elle, aboutit à une croyance, à quelque chose qui peut être transcendant, que je ne éventuellement rencontrer, à laquelle je peux m'abandonner. Et là, la porte est ouverte à toutes les pratiques dont le chamanisme peut être utile. On a besoin de transcendance, on a besoin d'aide, et c'est ce moment-là précis, au fin fond du désespoir, que peut s'ouvrir la porte au tout possible. Voilà. Alors justement, la question du désespoir, Frédéric, je me tourne vers vous. On va rentrer dans le vif, on va parler des patients en matière de désespoir. Donc vous êtes évidemment dans le traitement de la douleur. Parlez-nous de Corinne, quelle était son histoire médicale ? Donc, Corinne, les patients sont prévenus que j'interviens aujourd'hui et tous ont accepté que je parle de leur histoire médicale. Corinne, comme beaucoup de patients douloureux chroniques, a des soucis dorso-lombaires avec du matériel qui est en place en lien avec des chirurgies qui ont été réalisées par le passé. Donc voilà, ces chirurgies itératives créent certains bénéfices, mais créent une mémoire dans le corps, une cicatrice. Et ce sont des patients qui gardent des douleurs chroniques. On améliore les patients d'une façon, mais il y a toujours une limite. Ce sont les antécédents principaux de Corinne. Donc cette chirurgie a plusieurs étages avec ce qu'on appelle des cages qui sont posées et qui restent sensibles. La prise en charge multidisciplinaire a permis d'améliorer Corinne au prix d'une discipline, d'une règle d'hygiène de vie laborieuse.
dont elle était un petit peu lasse. Et le choix des traitements un petit peu plus lourds, comme le traitement qui est proposé de kétamine, était une solution pour elle de permettre d'être moins investie dans sa prise en charge et d'avoir un bénéfice. Voilà, c'est l'équilibre qu'on a trouvé dans sa prise en charge. Après, est-ce que je donne le suivi la suite? On va peut-être on va laisser parler Passang et on reviendra sur ce que sont devenus les patients. Quel a été votre... voilà, on va parler de Corinne pour commencer. Passang, donc vous êtes chaman, c'est la 3e génération népalais, vous avez eu une transmission, n'est-ce pas, vous m'avez expliqué, votre oncle, enfin il y a eu votre père et puis ensuite votre oncle, donc vous avez appris. Alors, quelle a été votre première rencontre justement avec Corinne? Est-ce que vous vous en souvenez? Et quel choix thérapeutique, puisque vous avez, là on vous voit sur la vidéo avec des bols, parlez-nous un petit peu de vos ustensiles de cuisine. Hein. Bonjour, merci d'être là à tout le monde, namasté. Voilà. Donc avant tout, avant Corinne, donc c'est déjà entrer dans l'hôpital pour moi c'était quelque chose de très important. Et déjà, c'était quelque chose d'énorme parce que j'ai pratiqué dans mon coin, dans mon monastère, dans les villages. Mais en rentrant dans un hôpital, je n'avais jamais pensé. Donc, c'est grâce à Gaël. Donc, je remercie encore une fois. Et puis aussi, merci à Frédéric d'avoir accepté. Et grâce à ça, donc déjà, première impression pour rentrer dans l'hôpital, pour moi, c'était énorme. Et puis après, la Corinne, alors donc... Voilà, comme Frédéric a dit qu'il y avait quand même plein de choses en décision médicale. Pour moi, je ne regarde pas, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas son problème médical. Donc moi, tout simplement, je scanne avec mon énergie, avec toutes les ustensiles, le bol, le tambour, le gong, tout ça, plus avec mon corps, avec la main. J'essaie de tout simplement scanner et de voir un petit peu d'où ça vient le problème. Pour moi, s'il y a une maladie qui est là, c'est tout simplement le fruit de quelque chose. Avant tout, vous avez planté une graine et le fruit est sorti 10 ans après. Donc avant tout, moi je vais chercher la source d'où arrive le problème. En fait, ce qu'on appelle, nous, on va chercher, grâce à la transe, on va chercher dans un endroit, ce qu'on appelle point zéro. Dans la source, c'est là où toutes les informations sont stockées. Voilà, donc grâce à la transe, je vais, dans un premier temps, voir la personne et pourquoi ça va arriver aujourd'hui, ces choses-là. Donc le problème de Corinne, c'est que moi, ce que j'ai senti vraiment, c'est vraiment lié par rapport à un attachement. En fait, voilà, après il y a d'autres patients, mais pour elle, c'est vraiment lié par rapport à l'attachement. Tout au long de sa vie, aussi la transgénérationnelle, tout ça, est lié vraiment à l'attachement. Donc d'où elle a aussi encore ce qu'elle a dit, Frédéric, c'est qu'il y a des métaux dans le corps. Et jusqu'à encore aujourd'hui, elle garde des métaux. Donc pour moi, c'est un problème lié à l'attachement. Donc j'ai travaillé avec les bols, avec le gong et aussi avec certains mouvements qui permettent de travailler le détachement en profondeur. Très bien. Qu'est-ce qu'en pense le médecin, le moine médecin de cette technique des vibrations, par exemple sur le cas de Corinne en particulier? Alors, il y a le moine et il y a le médecin. Le moine bouddhiste croit beaucoup à ce regard énergétique, vibratoire. Dans le bouddhisme zen, on parle de ce qu'on appelle des agrégats. Nous ne sommes que des agrégats de matière, donc d'énergie. Donc la notion de vibration, vibratoire, peut être extrêmement utile. Elle est utile sur le plan intellectuel, ce qui permet d'adhérer à cette approche, mais ça peut être aussi utile sur le plan scientifique. La focalisation de l'attention sur une vibration donne ce pouvoir à la musique et donne le pouvoir aussi à un accès à une sorte de transcendance qui en réfère à quelque chose qui nous dépasse et à laquelle, comme je disais tout à l'heure, dans les états de profond désespoir,
on peut se livrer dans des forces qui peuvent être utiles, consolatrices et bienfaisantes. Donc la vibration, pour moi, est une forme d'accès au cœur et une forme d'accès à une transcendance. Voilà, après, c'est de l'ordre, c'est de notre aspect, quoi. Très bien. Alors, patient suivant, Frédéric. Parlez-nous un petit peu de Michael. Alors, Michael, c'est un homme. Hein. On a moins d'hommes en douleur chronique que de femmes. Et Michael a été opéré d'une hernie inguinale et il est boucher de profession. Et suite à cette intervention, il y a eu des douleurs chroniques qui sont apparues, qui sont devenues invalidantes, gênant la déambulation et diffusant dans tout le corps. On appelle ça une fibromyalgie. Cette pathologie est ingrate puisqu'elle n'est pas vraiment visible et il y a en plus une histoire personnelle avec de nombreux traumatismes dans l'enfance, aussi bien physiques que émotionnels, qui font que cette tasse de la vie, à la faveur de cette intervention, l'intervention est un peu la goutte qui a fait déborder la tasse de la vie. Donc voilà, la prise en charge multidisciplinaire peut s'attacher à traiter la goutte, donc la chirurgie, la cicatrice liée à la hernie inguinale traitée, ou s'attacher à vider cette tasse de la vie. Et c'est ce qu'on essaye de faire par une prise en charge multidisciplinaire. L'HAS nous demande d'avoir une approche autour de la posture, la remise en mouvement, autour du traitement symptomatique et autour du soutien émotionnel, ce qu'on a fait pour Michael. C'est quelqu'un de très attachant, Michael, et avec un parcours de vie personnel compliqué qui rajoute une douleur morale légitime, hein, et voilà que Passang a réussi à vraiment cerner d'une façon extraordinaire. Oui, on le voit dans le documentaire, mais c'est presque la conclusion. Comment est-ce que vous avez abordé Passang, Michael? On le voit sur la vidéo avec quelque chose sur la tête. Parlez-nous un petit peu de comment vous avez abordé ce cas. Alors, comme la Michael était, au début, c'était quand même très compliqué d'approcher, tout ça, c'était assez compliqué. Même il est quelqu'un d'attachant, mais il a une histoire très compliquée, on va dire. Pas l'histoire d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'histoire d'aujourd'hui, mais le problème, on va pas dire le problème, déséquilibre qui est arrivé à Michael, l'origine pour moi, c'est la mémoire de transgénérationnel. Parce que nous, on a plusieurs manières de tomber des malades. Donc, une des causes de tomber malade, c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Donc, le problème de Michael, c'est qu'en fait, il avait vraiment toutes ces mémoires de la transgénérationnelle. Aujourd'hui, il a sur lui. Et ce qui fait que du coup, il ne comprend pas plein de choses qu'il ressent par rapport à son père, son grand-père, toutes ces choses-là. Et du coup, moi, j'ai travaillé tout simplement par rapport à la mémoire transgénérationnelle. Et on a nettoyé son mémoire, on l'appelle, voilà, je ne sais pas si vous croyez ou pas, mais en tout cas, moi, je dis ce que je fais, c'est tout simplement, on a travaillé sur son mémoire transgénérationnelle qui est très important. Et puis, deuxième chose que j'ai fait aussi, c'est avec le bol, à un moment donné, donc là, on la voit, c'est qu'il prend le bol dans la main, et de faire, en fait, je pense que le problème, c'est aussi une douleur d'enfance. Voilà, il y a deux types de mémoire vive et mémoire transgénérationnelle. Donc lui, c'est pareil, la mémoire vive de ton enfance, il était très douloureux. Et avec le bol, j'essaie de voir, pas qu'elle est négative, mais il y a aussi de voir aussi le côté positif qu'il a chez lui, parce qu'il a complètement oublié toutes ces choses positives. Donc pour lui, c'est vraiment que des négatifs, il voit que les négatives. Et grâce à la bol, la vibration, j'ai travaillé à augmenter le champ magnétique du corps.
Et une fois que le champ magnétique augmente, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça augmente aussi au niveau du champ de vision. Les champs de vision augmentés, c'est qu'en fait, une fois que si notre champ de vision est rétréci, on voit une épine. Alors que si notre champ de vision est augmenté, on voit une épine, mais on voit tout autour, il y a des fleurs. Voilà. Donc tout simplement, j'ai montré qu'il y a des épines, mais grâce à la vibration, on a augmenté son champ de vision où il peut voir aussi des fleurs. Voilà. Donc c'était bon. Après, il y a d'autres choses aussi. J'ai travaillé, mais ça, c'était la principale que j'ai fait. Voilà. Une question peut-être à Frédéric ou à Passang. Comment le choix des patients s'opère comment? Donc, ce sont des patients qui sont hospitalisés pour des traitements lourds. On utilise des produits d'anesthésie qui ont une capacité analgésiante superficielle en ne déprimant pas les fonctions vitales. Donc, des traitements d'anesthésie puissants, mais qu'on peut quand même utiliser sans aide d'anesthésiste, puisqu'on ne doit pas contrôler la respiration. Et donc, c'est des patients qui sont en échec thérapeutique de douleur. Donc, c'était des patients compliqués qui ont été proposés. Ce que j'ai vraiment observé durant cette semaine avec Passang, c'est que ces vibrations ont fait réémerger à la conscience chez chaque patient des traumatismes anciens. Et qui, réémergeant à la conscience, à la faveur de ce travail vibratoire, ont pu être verbalisés et traités. Alors que je connais bien ces patients, que j'ai déjà verbalisé beaucoup de choses, mais ce n'était pas atteignable, ça n'a été accessible que de cette façon-là. Et j'avoue que là, j'ai été assez surprise. Toutes les infirmières du service ont été enchantées parce que, les patients cette semaine-là allaient bien. Parce qu'on en a traité 5, il n'y en a que 3 qui paraissent à l'écran, mais par sécurité, j'en avais convoqué 5 et Passang a eu la gentillesse, puisqu'on l'avait promis à 5, qu'on s'occupe des 5. Très bien. Fulvio, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc d'abord, c'est terrible d'entendre qu'on arrive au bout, que c'est un échec, qu'on n'arrive pas à soigner la douleur quand elle est chronique. Et qu'est-ce que ça vous évoque, vous, de permettre cet accès finalement au-delà de l'échec? Voilà, c'est-à-dire que là où commence l'approche méditative et notamment bouddhiste, c'est lorsqu'on arrête les bavardages, les commentaires, les jugements. Donc on met de côté tout ce mécanisme de lutte pour rencontrer la réalité, c'est que je suis face à une douleur, face à moi-même. On dit souvent que la méditation, c'est une rencontre avec devenir intime avec soi-même, avec son intériorité, sa faiblesse, sa vulnérabilité. Comment je vais faire face à quelque chose qui me dépasse et qui me fait mal. C'est cette entrée en intimité qui ne peut se faire que par le silence ou par la mise en silence de ce qui est des bavardages, au travers des sons qui peuvent me permettre à la fois de m'apaiser, de mettre de côté mes pensées. Et là, la rencontre avec soi-même commence. Et c'est là où il faut un accompagnement de quelqu'un qui est pratiquant et qui peut permettre d'aller à la rencontre de son être, de son humanité qui souffre profondément, que ce soit la douleur physique ou la douleur morale. Et c'est là où commence la pratique méditative. Oui. Très bien. Alors le troisième patient est une patiente, Brigitte, qui effectivement a une souffrance qui est presque visible, on le voit, elle manifeste. Racontez-nous, Frédéric, racontez-nous un peu l'arrivée de Brigitte. Alors, donc j'avais réservé 5 places en hospitalisation et un patient que j'avais essayé de choisir et d'hospitaliser s'était désisté. Il me restait une place. Le mardi, Brigitte est en consultation pour reprendre le chemin de la kétamine dans le cadre de ses douleurs, puisque on venait de faire une nouvelle chirurgie de colectomie. On a enlevé le tube digestif, le côlon.
Brigitte a un passé médical lourd avec plusieurs chirurgies du rachis avec du matériel qui reste en place et une histoire médicale personnelle lourde par rapport à l'accident de naissance médicale de son fils qui reste marqué par cet accident, donc une blessure au quotidien dans la chair de sa chair et une rancœur vis-à-vis du corps médical que l'on peut comprendre d'une façon légitime. Donc Brigitte, je lui dis, j'ai une place lundi. J'ai été soulagée, elle pouvait. Et donc elle était ravie parce que voilà, elle attend son traitement. Et mais c'était compliqué. Voilà, Brigitte ne croit plus beaucoup à la médecine, ce qui est normal. Et donc donc après, est-ce que je parle de Brigitte 3 mois après ou on en parlera après? On va revenir sur les résultats de Brigitte, on a très envie. Passang, racontez-nous, alors justement Brigitte, on le voit dans le documentaire, qui est physiquement quasiment impossible à toucher, et on voit la progression, on vous voit avancer, on la voit sourire, on la voit expulser ses mots. Racontez-nous, voilà, votre rencontre, est-ce que vous avez mis en pratique? Alors Brigitte, donc voilà, sourire là. Alors Brigitte, le problème, le déséquilibre qu'elle a, c'est que c'est quelqu'un qui est entouré de quelque chose d'assez négatif. Donc pour moi, elle, c'est son problème. C'est pas lié par rapport à la mémoire transgénérationnelle, c'est la mémoire liée vraiment aujourd'hui de vivre depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est que je pense qu'elle a quelqu'un qui met des mauvais mots sans arrêt. Vous voyez, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est né quelque part et dès le matin, c'est quelqu'un qui l'insulte, quelqu'un qui la touche pas physiquement, mais quelqu'un qui la valorise pas, quelqu'un qui ne met pas en valeur. Si je vis avec quelqu'un, dès le matin, si elle m'a insulté ou qu'il m'a fait des mauvais mots négatifs. Donc je pense, pour moi, c'est vraiment, pour elle, il faut déjà enlever tout ce qu'elle avait vécu depuis enfance, des choses négatives de parole. Voilà. Pour moi, c'était ça qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait rire. Elle a oublié de sourire. Là, à la fin, vous voyez, elle a réussi à sourire. Au début, on approchait, elle faisait vraiment, à peine toucher, elle sautait. Et c'était tout simplement parce que je pense que c'est lié par rapport à un manque d'amour. On parle de l'amour inconditionnel, hein, d'accord, voilà. Donc j'ai travaillé vraiment par rapport à c'est comme si une fleur qui est complètement fanée, il y a le soleil, mais il n'y a pas la pluie. Donc du coup, le travail que j'ai fait, c'est comme j'ai arrosé une fleur petit à petit, et petit à petit, cette fleur s'ouvre. Voilà. Et à la fin, on a réussi à tellement s'ouvrir que ça rayonnait partout. Voilà. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la joie. Donc là, vous la voyez avec la flûte, mais elle a oublié la joie. Elle a vraiment complètement oublié la joie parce que elle m'a pas dit, mais j'ai senti ça. Et puis après, j'ai posé des questions. C'est vrai qu'elle était voilà, elle a une vie où il n'y a pas de choses positives. Donc j'ai travaillé juste sur la joie et l'amour. Et c'était déjà super. Et on voit effectivement la joie éclore sur son visage, véritablement. Frédéric, alors maintenant, oui, donnez-nous des nouvelles et durabilité des effets, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Alors, déjà, je n'avais pas le droit de dire à Brigitte « Oh, vous allez mieux », parce que Gaëlle me disait « Ah non, Frédéric, c'est l'image qui parle ». Donc, voilà, donc je devais rentrer dans la chambre et lui dire « Bon, bonjour ». Voilà, et ça c'est pour l'anecdote. Donc Brigitte, à la fin du reportage, souvent on me dit oui, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus les patients, et puis oui, on devine bien qu'ils vont mieux, mais on voit bien ce regard interrogatif et cette crainte que Brigitte a à la fin du reportage, parce qu'elle n'ose pas y croire. Hein, c'est le langage corporel parle beaucoup, et en tout cas moi c'est ce que j'ai... Et clairement, elle va mieux. Elle est assise, elle s'appuie sur sa main, cette main qui était douloureuse et qu'on ne pouvait même pas toucher. Brigitte, qui avait une attitude empruntée
allongée et à la fin, elle est quand même assise en appui. Hein, donc oui, clairement, elle va mieux, mais la mimique reste figée parce que elle a peur de demain. Passang va partir, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, voilà. Et donc, je revois Brigitte comme les autres patients 3 mois après, ou 6 mois après, et Brigitte rentre dans mon bureau avec une démarche précieuse. Hein, on connaît donc le passif médical, donc elle a une canne, elle a une démarche précieuse, mais c'est quand même plus la même patiente qu'avant. Et je ne demande jamais à un patient comment il va. Hein, je suis en douleur chronique. Donc, je demande toujours au patient qu'est-ce qui a changé. Hein, en douleur chronique, il faut impliquer le patient. Il faut remettre le patient acteur. Et là, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Brigitte, enfin, madame, vous rayonnez. Et là, Brigitte de me répondre, oui, tout le monde me le dit. Ah, bon, j'ai marqué un point, donc c'est pas que moi. J'ai envie de le voir, mais... Et donc après, donc toujours Brigitte debout, voilà, c'est compliqué de s'asseoir quand même, parce que... Oui. Et elle reste debout, et donc là, je lui dis, mais madame, qu'est-ce qui vous a appris, Passang? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et là, Brigitte de me répondre, il m'a appris à respirer. J'en étais bluffée de cette réponse. Et c'est vrai que quand vous regardez le reportage, je n'avais jamais vu cette patiente sourire. Jamais, jamais. Et la scène du rire a été très difficile à vivre pour moi qui étais dans cette pièce et qui ai vu Passang prendre dans ses bras, donner de l'amour, être en résonance corporelle et de lui demander de rire. Et j'étais à vivre la scène, j'étais aussi très admirative que la patiente ne se rebelle pas et accepte, voilà, de rire avec Passang. Hein, puisque l'intention de Passang est tellement forte que les patients résonnent avec, mais c'est beau à voir. Et donc, oui, j'imagine, j'ai toujours besoin d'intellectualiser que ce rire a en effet mobilisé le diaphragme et libéré le nerf vague, puisqu'on sait bien que le rire est un facteur de stimulation du nerf vague, qui est un élément essentiel pour rééquilibrer la balance neurovégétative, sympathique, parasympathique, et donc réamener progressivement le patient vers un mieux-être. Voilà, c'était une très belle consultation, que cette consultation à 3 mois, assez courte, on a reprogrammé la kétamine, mais bon, on n'est plus au même niveau. Hein. Très bien, merci. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette expérience, Fulvio? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce qu'il faudrait peut-être que Passang fasse une tournée dans les hôpitaux de France? Honnêtement, je pense que c'est reproductible. Alors pourquoi? Parce que je pense que le fait de donner les moyens, la capacité de lâcher prise, en se connectant au sens, en y consacrant du temps, en ayant un toucher différent, non pas un toucher agressif, mais un toucher enveloppant, en ressentant de la bienveillance, donc en quittant les pensées, en permettant à la personne de quitter la lutte, de se battre et se débattre avec la maladie, mais de lui permettre de lâcher prise, en revenant aux sens, ces sensations physiques, corporelles, qui deviennent apaisantes. Elle se reconnecte à une dimension qu'elle avait oubliée depuis très longtemps, puisqu'elle était toujours dans la lutte, elle était toujours dans la souffrance, la crispation. Et là, redécouvrir un toucher caressant, le toucher est quelque chose de capital. Un enfant, un bébé qui pleure, il ne comprend strictement rien à ce qui se passe. Il souffre, vous le mettez dans les bras, ça fait partie de la consolation. Donc revenir au sens et sensations, sans jugement, mais en y mettant une intention bienveillante, pleine de compassion, qui lui est dédiée, en y consacrant du temps, voilà une dimension des soins qui peut-être est oubliée jusqu'à maintenant, et que si on peut retrouver au travers de cette pratique, il faut que Passang fasse une tournée nationale, oui, et internationale, pourquoi pas. Bien, merci.
On peut effectivement vous applaudir tous les quatre. Et je vous propose de prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, un micro. Oui, alors sur ma droite, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup de partager ça avec nous. Une question pour Pasang. Est-ce que vous avez eu la crainte de ne pas être crédible, de ne pas réussir, de ne pas ressortir de là en étant content du travail que vous avez fait et du résultat que vous avez obtenu auprès des patients? Merci pour la question. Alors, je suis parti sans rien. En fait, voilà, je suis parti. Quand je pars quelque part, je ne me prépare pas. Je suis venu ici sans rien préparer. Je n'ai aucune attente. Je donne tout simplement ce que j'ai. Quand je donne avec mon cœur. Je ne donne pas avec le mental. Je ne vais pas calculer si je fais ça, j'aurai ça, ça comme ça. Donc je pars avec mon cœur. Je suis venu à l'hôpital avec le cœur ouvert et j'ai juste reçu. Donc je n'avais pas la crainte, je n'avais pas eu des... voilà. Donc j'ai aucune attente. Quand je vais quelque part, je donne avec le cœur et voilà. Donc je n'avais pas eu les craintes déjà. Merci. Merci à vous. Une question sur la gauche. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup de partager cette expérience avec nous, c'est passionnant. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut voir votre documentaire, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas qui parle parce que j'ai... Donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de répondre. Je ne vois pas le visage, mais c'est pas grave. Alors, comment on peut voir le documentaire? Oui, le documentaire est disponible en VOD. Ah non, il va aussi être rediffusé sur France 3 le 14 avril. Donc, il sera disponible pendant 1 mois en replay. Et sinon, il est en VOD louable. Merci. Donc, une autre question sur ma gauche. Allez-y. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est très émouvant. Je vais me lever, pardon. Donc je suis sourde, je suis obligée de m'exprimer en langue des signes et je suis traduite par l'interprète ici présent. Votre témoignage est très très émouvant. C'est vrai que c'est l'évolution aussi des nouvelles médecines plus humaines. J'avais une question par rapport à vos méthodes quand vous rencontrez un patient entendant. Donc vous avez expliqué un petit peu le protocole. Est-ce que si vous rencontrez un patient sourd, parce que j'imagine que l'utilisation du bol, il y a aussi le son qui rentre en jeu. Donc voilà, comment vous faites avec des patients sourds? Oui, Pasang. Merci beaucoup. C'est une question très, très, très intéressante que je voulais absolument évoquer. Chaque personne a des choses qu'on développe. Donc, le travail que je fais, ce n'est pas forcément que par le son. Le son, c'est quelque chose qui nous manque, quelque chose qui nous disperse. Mais avant tout, c'est la vibration. Avec les vibrations que je travaille, et les personnes qui n'entendent pas ou qui ne voient pas, ils sentent beaucoup plus de vibrations que nous, ce qu'on attend. On est toujours dérangé par ce qu'on attend, le jugement des gens, aussi ce qu'on attend tout autour. Et la vibration, en fait, je ne travaille pas avec le son, je travaille avec les vibrations. Toutes les personnes que je donne des cours, des formations, je dis toujours avant d'écouter le son, on écoute les vibrations. Donc c'est à travers des vibrations que je travaille sur le corps de personnes et aussi sur tous les êtres vivants qui sont sur la Terre. Voilà. Merci beaucoup. Madame, vous avez une question également. Oui, juste une petite question pratique. Lors de la séance de Pasang avec Brigitte, à un moment donné, vous avez pris la main de Frédéric et vous l'avez mis sous le bol une ou deux fois. C'était pour quelle raison? Alors, c'était pour faire sentir les vibrations qui sont au niveau des têtes. Parce qu'en fait, j'essaie de sortir son joie qui est tout au fond, comme si un bout de plomb au fond de l'eau. Et comme j'ai réussi on a travaillé ensemble et petit à petit, on a réussi au début, il y avait plus de vibrations et petit à petit, au fur et à mesure du travail qu'on avait fait ensemble, on a réussi à monter les vibrations jusqu'à la tête. Et c'était pour montrer à Frédéric, pour dire à quel point ça vibre aujourd'hui et pas le jour d'avant. Voilà.
Merci beaucoup. Je me tourne vers Frédéric peut-être. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une évaluation, parce que j'imagine qu'il y a un système qui est en France qui est très très lourd pour reconnaître ce type de pratique. Quelle évaluation est-ce qu'on peut l'envisager demain pour une éventuelle généralisation à moyen terme? Alors, tous mes patients sont évalués. Le souci, c'est l'évaluation d'un domaine qui est subjectif. Donc, les patients, Brigitte comme les autres, ont tous rempli des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires validés d'HAD, de BERC, de FIC, de PCLC. Et tous ont rempli les questionnaires à la fin de l'expérience. Donc une semaine, c'est court, puisque évaluer la douleur, les évaluations, les échelles d'évaluation se font toujours sur la semaine précédente, donc pendant l'hospitalisation. Quoi qu'il en soit, ça a fait l'objet d'un travail écrit et que j'ai présenté au Congrès national douleur de Montpellier, SFETD, en novembre. Et les patients avaient des critères d'amélioration sur les évaluations d'anxiété et de dépression. Pour l'évaluation que je continue, puisque je le fais à chaque consultation, on reste quand même hospitalier et on doit savoir ce que l'on fait. Bien sûr, on voit que c'est une évolution qui est favorable, discrète et qui avance clairement. Merci beaucoup. Peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Par contre, ce qui est validé, moi, je souris parce que j'ai mon ego qui essaie de vous vendre la méditation. C'est comme ça. C'est l'ego, c'est le... Okay. Ce qui est validé, c'est la méditation. Oui. Ce qui est validé maintenant sur le plan scientifique, donc je vous invite tous à choisir votre pratique méditative qui existe dans toutes les approches laïques. Donc utilisez-le largement. À toutes fins utiles, Pleinement. Pour faire le lien, le bol en fait permet, c'est facile, très accessible d'en avoir un à la maison, et la voie de l'auto-guérison est quand même assez propice, favorable à guérir, à y parvenir, et le bol permet de passer tout simplement, ça aussi ça s'explique, le cerveau sur un mode alpha, qui est le mode juste avant de s'endormir, donc évidemment c'est favorable à la décontraction, tout ça s'explique. Merci. Alors, oui, juste une chose. Nous allons engager un débat. Oui, pour nous la méditation, ce n'est pas que de la relaxation. C'est-à-dire qu'on va vraiment à la rencontre de son être qui est face aux difficultés que l'on vit éternellement. Donc il y a la relaxation, effectivement, comme tu disais, qui est accessible, qui est possible par la vibration des bols. Et la méditation a une autre approche, c'est le travail sur les pensées, sur le vécu, sur les sensations, les émotions, le vécu, quoi. Mais il faut bien débuter. Peut-être juste, Fulvio Malzola, un peu en guise de conclusion, puisqu'on arrive au terme de ce débat, est-ce que vous avez le sentiment, et même plus que ça, dans votre pratique, est-ce que ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses progressent aujourd'hui? Certainement. Ouais. Certainement. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Elle relève du fait d'une demande, d'un besoin. Les repères, les tuteurs de résilience qui sont les croyances en la médecine, aux religions, aux médecins, tout ça s'effondre. Donc la prise en charge personnelle de soi-même devient de plus en plus importante. Et donc chacun de nous doit faire son chemin, chacun de nous doit prendre soin de soi. Chacun doit trouver sa méthode. Et donc la porte est ouverte. Ouais. C'est une très belle conclusion. J'aimerais ajouter que Gaëlle, je pense, vous partez au Tibet, donc en préparation d'un deuxième film en 10 secondes. Oui. En fait, je prépare avec le concours de ces deux magnifiques personnages un second film. Donc c'est le match retour. On va au Népal pour essayer de mettre un schéma anatomique selon la formule de Frédéric sur la médecine de l'invisible. Donc on va évidemment aller à la rencontre d'une médecine, mais aussi de croyances qui forgent cette médecine. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort. C'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et bravo à vous.
Merci, merci également Julie. Donc, écoutez, une dédicace maintenant, hein, puisqu'il est 16h. Éric Emmanuel Schmitt va dédicacer le tome 2 de La Traversée des Temps, juste dans le hall. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour aborder un autre sujet, les humains des psychopathes vis-à-vis de la planète. C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Merci de bien vouloir libérer très vite l'amphithéâtre, hein, pour ceux qui ne sont pas inscrits à cette conférence, qui nous évite de perdre du temps. Merci beaucoup à vous tous et à tout à l'heure.